Alors Gal Berusti, Bonjour. bonjour. Alors vous êtes politologue et essayiste, vous avez récemment travaillé aux côtés de Juliette Mendel qui était, ministre déléguée en charge de la ville il y a encore, quelques Quelques mois. semaines. Vous venez quelques semaines même, oui c'est vrai et vous venez de mais bon c'est difficile à se retrouver avec tous ces changements de, de gouvernement en ce moment, c'est pas facile. Vous venez de publier aux éditions du Cerf La route vers la décivilisation. Alors on va revenir ensemble évidemment sur la définition que vous donnez à ce terme, mais j'aimerais d'abord revenir sur votre démarche d'intellectuel, puisqu'il y a quelques années, c'était en 2009, nous avions réalisé une interview au sujet de votre livre Recherche le peuple désespérément. Je l'ai ici. C'est dans ce livre donc que vous analysiez la rupture entre l'élite et le peuple et vous constatiez déjà à l'époque que la gauche avait perdu le contact avec son électorat traditionnel qui déjà était passé au Front National et vous n'étiez pas nombreux à l'époque à oser faire cette analyse. Depuis, on a eu l'archipélisation de la France de Jérôme Fourquet ou encore les travaux de Christophe Guilluy. Dans l'introduction de votre dernier livre, vous évoquez le rôle de l'intellectuel et de sa mission, et notamment celle de repérer les signaux faibles. J'aimerais que vous nous expliquiez ce que cela veut dire et en quoi aujourd'hui ces signaux faibles sont souvent au mieux, niés, au mieux, détournés de l'analyse qu'on devrait en faire, initialement. Alors c'est vrai, vous avez Gaël. parlé avec, ça me fait plaisir d'abord vous parliez de Recherche le peuple désespérément qu'on avait écrit avec Jean-Philippe Hulin, et justement à partir En d'intuitions. 2009, juste après la crise, de 2008 qui est pour vous est le moment de rupture, mais on Oui, y et reviendra. déjà auparavant, nous on était des militants politiques. On était des militants politiques, et puis on était, lui était chercheur étudiant-chercheur en histoire, moi en sciences politiques, tous les deux militants politiques, et on s'est attaché en fait à vraiment observer notre pays, ou du moins le pays que nous connaissions. Et c'est vrai qu'en politique aujourd'hui, on a tendance à s'en remettre aux sondages, mais les sondages ne traduisent jamais que des évolutions qui sont déjà en germe et qu'on voit poindre au fil des années. Et si on est observateur, ces signaux faibles, on les distingue, on les discerne. Ça peut être les signaux faibles de l'évolution de certains électorats, l'évolution des mouvements politiques, l'évolution sociale, la manière dont on conçoit sa vie, etc. Ou certaines communautés, par exemple, la droitisation des gays, par exemple, on avait observé avant beaucoup de monde, je crois. Et c'est vrai que ça demande une certaine curiosité. Moi, j'ai jamais conçu ni mon travail en fait d'études de chercheur à l'époque, ni mon travail militant, sans la grande dimension de curiosité qui permet de s'intéresser véritablement au fonctionnement de notre pays le plus souvent, parfois d'autres pays aussi, quand on va dans d'autres pays, c'est d'essayer d'approfondir, de discuter, de voir les évolutions en Italie, en Autriche, ailleurs. Et donc cette dimension-là, je crois que beaucoup l'ont perdu en faisant en fait de la politique une pure technique et une pure mécanique de réception d'opinion, et non pas une observation constante qui permet de voir comment par exemple les visions du monde concurrentes dans notre société évoluent et se développent. Ouais, mais il y a tout un pan de l'intellectuel, du milieu intellectuel en France, qui souvent par pure, idéologie ou par la grille de lecture qui est la leur, refuse de voir, ces signaux faibles. C'est pas votre cas. C'est aussi pour ça que vous avez la particularité notamment de vous en remettre à Gramsci, parce que c'est une des grandes leçons de Gramsci aussi de pas se laisser enfermer par sa grille idéologique. Est-ce que c'est ça qui explique que, ces signaux faibles ne sont jamais reportés, dans le débat public comme ils devraient D'abord, l'être? il y a une façon de faire de ce qu'on appelle les intellectuels ou les responsables politiques qui consiste à ne fréquenter que leur propre milieu. Et à s'en Mmh. remettre en fait au dernier dossier de Libération ou d'un autre journal pour comprendre telle ou telle partie de la population. Or, je trouve que la vie n'est intéressante que quand on va vers les gens qui sont complètement différents. Moi, j'habite le 93. Je peux me vanter d'avoir vraiment fréquenté tous les milieux du 93. Et c'est ce qui m'a donné au ministère de la Ville toujours un regard un tout petit peu décentré, un tout petit peu décalé, qu'apprécie toujours Juliette, je crois. Mais cette curiosité, elle s'est appliquée aussi à la façon dont évoluait mon Charolais natal, les zones industrielles qui ont tourné court, et à la façon dont on a commencé à cerner
profil du socialiste qui allait virer extrême droite assez tôt, parce que vous savez, c'est un cheminement intellectuel et moral et puis sentimental, souvent l'évolution politique. Et c'est vrai il faut vraiment être très attentif à la manière dont les gens réfléchissent, dont ils réagissent aux événements, à ce qu'ils se disent. Et je trouve que c'est ce qui fait vraiment l'intérêt Mmh. à la fois du travail politique et du travail d'objectivation des faits sociaux. Mais est-ce que c'est pas non plus ce qui explique la déconnexion de toute une partie de l'intelligentsia française et du monde journalistique avec ce qui se passe à la base? Et moi, quand j'ai lu votre livre, il y avait une phrase de Delphine Arnault qui disait, en parlant des programmes de France 2, on essaie de représenter la France telle qu'on voudrait qu'elle soit. C'est typiquement le signe de la déconnexion volontaire du réel que peut avoir une classe sociale, dirigeante ou pas d'ailleurs, avec Alors, la cette phrase, masse. elle m'a été répétée plusieurs fois avec insistance par des journalistes d'envoyés spéciaux ou de compléments d'enquête avec lesquels on discutait de manière très sympathique, qui m'ont dit, mais vous vous trompez si vous pensez que ça va changer, ça va s'accentuer. Parce que je reprochais les chefs étoilés, etc. Vous savez, ces reportages complètement déconnectés. Alors, c'est vrai qu'il y a une partie de la France qui est déconnectée, mais si vous la connectez, si vous lâchez en parachute au-dessus, soit d'une zone industrielle, d'une zone rurale ou d'une zone de banlieue, une de ces personnes, c'est une grande détresse morale pour elle, parce que au fond, beaucoup de ces gens ne traversent par exemple le périphérique que pour aller prendre l'avion, et ils n'ont du prolétariat que le prolétariat des services qu'ils voient dans leur supérette de l'Ouest parisien. Il y a vraiment ce que j'appelle la zone verte, c'est-à-dire qu'il faut constater qu'une partie de notre population s'est construit un chez-soi bien à lui, mais ça se comprend très bien, et faut aussi comprendre la détresse que ces gens ressentent quand tout un monde, tous des pans entiers de la société française se mettent à penser contre elle. Donc ils Mmh. cherchent des sujets de consensus, des sujets venus d'en haut pour essayer d'imposer. Alors ça peut être les Jeux Olympiques, ça peut être un autre sujet à un moment donné, mais il faut trouver matière à créer du consensus, d'imposer à la base, par le haut, des choses qui rassurent le sommet, alors que il est en apesanteur aujourd'hui dans le pays. Et ce, sans qu'il déteste fondamentalement les autres. Il n'y a pas de haine, on dit la haine du classe. Oui, Il y a surtout une volonté de se rassurer soi-même le, sur ce qu'est la société française. Les mutations que nous vivons comme violentes dans nos vies quotidiennes, c'est des gens comme Delphine Ernotte les considèrent aussi comme violentes. Ils ont les moyens, eux, on va dire, de s'en protéger et de se créer quelques fausses consciences. de les contourner. Même s'il y a aussi, vous le notez notamment dans votre livre, du mépris de classe, de la prolophobie. Vous parliez tout à l'heure des émissions de cuisine, parce qu'en effet, vous faites référence à ça dans votre livre à un moment donné. Il y a eu dernièrement un petit événement, puisque des émissions de M6, et souvent d'ailleurs M6, les émissions de M6, on voit parfois des vrais Français de base, celui que vous appelez le national populaire. C'est peut-être une des seules chaînes de télévision où il y a encore des émissions où on voit des Français travailler, et une émission a été mise en œuvre dernièrement autour de l'alimentation, de la nourriture populaire, en tout cas les repas populaires. Et alors cette émission a été brocardée par Télérama, qui ont accusé en fait M6 de faire une émission réactionnaire et populiste. Il y a aussi ça dans la classe dirigeante, et en partie aussi dans la presse de gauche. Et c'est quelque chose qui dure depuis un certain nombre d'années maintenant quand même. Oui, bah, le saucisson pinard, si vous voulez, c'est quelque chose. Alors, ce qui est très drôle, c'est que quand on vit en banlieue, les gens aiment le saucisson pinard, ils se posent pas beaucoup de questions. Mais s'ils sont journalistes à Libération ou s'ils sont journalistes à Télérama, ça leur semble être vraiment l'antichambre du fascisme. Les goûts, René Lévesque qui disait, on peut pas prétendre aimer le peuple et détester les goûts du peuple. Alors, on n'est pas forcé d'aimer tout ce que les autres aiment. Néanmoins, c'est vrai que il y a une espèce de dépréciation permanente des goûts, des goûts d'une partie des classes populaires, et surtout la fabrication par en haut par exemple, le cursus honorum pour un cuisinier, c'est d'être chef étoilé. Alors, il se trouve que dans ma famille, comme tout le monde, des gens qui travaillent dans la restauration, et que je trouve franchement dommage, si vous voulez, que on résume la réussite à être chef étoilé et à passer à France 2 avec une esthétisation de la chose, et surtout
derrière des prix qui ne sont absolument pas Oui. accessibles aux gens. Moi, j'ai un restaurant étoilé dans le 9-3 à côté de chez moi, à Montreuil. Le maire de Montreuil, qui lui aussi fait partie des déconnectés, avait incité grandement la population de Montreuil à aller le découvrir. Au prix du repas, je vous garantis que c'est pas, c'est pas le Montreuilois moyen qui va y aller. Mais voilà, il y a une transformation un peu du réel par ce type, Oui. par des codes de vie qu'on construit petit à petit. Il faut aller au JO. Je vous dis, il y a des choses qui tombent par en haut, des goûts de voyage, des goûts de destination. Faut aller en baie de Somme l'hiver, ou alors faut aller sur le bassin d'Arcachon l'été. Bon, tout ça, c'est aussi un monde que les élites du pouvoir peuvent construire dans l'imaginaire, et ça a aussi une vocation de protection d'eux-mêmes. Comme je disais, vous savez, la société aujourd'hui, elle n'est pas moins violente pour eux, souvent. Elle est un peu moins. Mais enfin, vous savez, les agressions, il y en a dans le 15e, il y en a dans le 6e arrondissement aussi en nombre. Et donc, ils construisent quelque chose, une espèce de cocon idéologique qui est moins difficile à vendre que le libéralisme, et maintenant moins difficile à vendre que l'Europe, mais un mode de vie qui soit un mode de vie assez, assez, assez pour quelques-uns, mais dont on veut projeter qu'il est pour la totalité des gens. C'est une forme de village Ouais. Potemkin inversé. Ouais. Alors, vous avez choisi évidemment de vous attaquer à la question de la décivilisation. C'est un mot qui a longtemps été rejeté jusqu'à ce que Emmanuel Macron le reprenne et le relance dans le débat public. Là, à l'époque, il s'était fait tancé par Edoui Plenel, qu'il avait accusé de reprendre un terme d'extrême droite en rappelant notamment les travaux et les écrits de Renaud Camus. Vous, ce mot, quelle définition vous lui donneriez? Je sais que vous vous reposez sur l'intellectuel roumain Mircea Eliade, puisqu'avec Gramsci, ça traverse tout au long de votre livre, on les retrouve. Quelle définition on pourrait donner à ce Moi, mot? c'est Elias, c'est Norbert Elias. C'est-à-dire que je suis Mmh. comme beaucoup d'étudiants. Oui, Norbert Elias, pardon, c'est moi qui ai D'étudiants en sciences politiques et en sociologie, en socio-histoire, etc., c'est que on a énormément lu Elias très tôt, et j'ai beaucoup tourné autour du texte s'appelle, ce titre original, c'est Studien über die Deutschen, qui est un énorme bouquin sur l'Allemagne, qui est le patrie d'origine d'Elias, et où il avait beaucoup été critiqué sur ses premiers bouquins. On avait dit, vous voyez, il parle du processus de civilisation, la civilisation des mœurs, mais en fait, il a raté le nazisme, etc. Il a rien raté du tout, et il explique que dans le processus de civilisation, il y a des moments de décivilisation, il y a des moments où on n'arrive plus à juguler la violence, à faire en sorte que les individus échappent à leurs pulsions, mais au contraire que des codes guerriers, en l'occurrence, se développent. Alors, ça a été beaucoup discuté dans le milieu universitaire, mais la décivilisation telle que moi je l'ai utilisée, c'est pas celle de Renaud Camus, quoique j'ai pas à juger Renaud Camus sur ses écrits. Je suis pas un flic de la pensée. Il pense ce qu'il veut et il avance comme il veut. Je suis pas de ce point de vue-là, je suis plus vraiment de gauche. Mais je pense que la thèse d'Elias mérite d'être étudiée parce que on s'aperçoit avec les États-Unis notamment, et ça c'est l'aspect travaillé beaucoup par Stephen Mennel, qui est un de ses plus brillants un de ses plus brillants disciples, on voit l'évolution sur 20 ans, 25 ans des États-Unis qui a vraiment été prévue par Mennel. Il a des écrits qui datent de début des années 2000, où on entrevoit vraiment le Trumpisme au bout du chemin. Mais Trumpisme qui n'est pas non plus l'enfer sur Terre, qui est une des manifestations d'un dérèglement de la société américaine. Alors c'est vrai que moi, j'ai énormément lu Elias, plus il se trouve que je suis ami avec Marc Joly, qui est le meilleur spécialiste de Norbert Elias en France, le biographe d'Elias, etc. Et que ça m'avait un peu agacé aussi quand j'avais entendu les critiques contre le président, qui a beaucoup de torts, mais dont on peut pas résumer la pensée à celle d'un fasciste ou je sais pas quoi. Et la décivilisation n'a rien de fasciste. Si Edoui Plenel pouvait lire d'autres personnes que lui-même, il s'apercevrait que Norbert Elias n'est pas le plus grand des monstres. Je m'étais disputé avec un ancien député européen PS, dont je tairai le nom, mais qui se retrouve facilement, qui est un peu écolo maintenant, et qui m'avait dit c'est scandaleux, etc., etc. Mais j'ai dit mais pourquoi est-ce que vous restez sur la réduction ad Hitlerum dès qu'on n'est pas d'accord avec vous? Le terme de décivilisation est polysémique, je suis tout à fait d'accord avec ça,
D'autre part, c'est pas parce que j'utilise au sens d'Elias que je ne pense pas qu'il n'y ait pas de civilisation européenne, mais mon sujet n'est pas la civilisation européenne dans ce livre, qui vaut Ouais. le coup d'être. Pour moi, c'est la brutalisation. Le cœur de tout, c'est la Mmh. brutalisation de nos démocraties et le risque que fait planer cette brutalisation. Ouais. Ouais. Alors vous tenez beaucoup justement à cette liberté de pensée, liberté, d'expression. Vous le dites d'ailleurs dans votre livre, et vous regrettez qu'il y ait plus ces espaces, d'expression, interidéologiques, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire, des gens de la revue Éléments qui peuvent partager, des opinions ou pas d'ailleurs avec des gens, par exemple, du monde diplomatique ou je sais pas. C'est vrai qu'il y a ces lieux-là, ces lieux où il y a la dernière émission, c'était peut-être celle de Tadi, ou encore aujourd'hui, il y a peut-être aussi sur YouTube des endroits où on peut encore débattre sereinement, mais on a l'impression qu'on est sorti de toute des années 90 avec avec une espèce d'effondrement sur le plan intellectuel et sur le plan de l'échange, notamment aussi avec la disparition d'un certain nombre de revues. Est-ce que vous êtes d'accord Oui, avec ça? non. Aujourd'hui, discuter avec quelqu'un, c'est être coupable ou être suspect. On peut tout à fait aimer. Moi, j'ai lu énormément les Utopies critiques à l'époque, était une revue trotskiste, et d'autres revues de gauche, Le Crieur, etc. Et lire Éléments depuis très longtemps, et lire des revues chrétiennes également. Et c'est ça qui est intéressant dans la vie intellectuelle et des débats. C'est pas quand on lit une revue, on prend pas la carte d'un groupuscule quelconque. Mais ça, c'est Vous parlez directement, vous, d'anti-intellectualisme, puisque vous avez, oui, notamment dans les partis c'est comme politiques. on a une vie politique qui est soumise aux pulsions et aux affects dénués de civilisation, pour le coup, dénués c'est plus civilisé, tout adversaire devient un ennemi. Et le débat Mmh. ne peut pas être un débat, c'est une confrontation, c'est c'est une confrontation en vue de l'anéantissement au moins intellectuel de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a quand même, même dans les slogans maintenant de beaucoup de gens à gauche, enfin vous savez, vous avez des gens à l'extrême droite qui pensent qu'un mec de gauche est un malade mental. Bon, Mmh. il y a des il y a des Ouais. brutalisations en cours, Mmh. quoi. Et c'est assez dommage et c'est contre-productif. C'est vrai que moi j'appartiens à la génération post-Maastricht, donc anti-Maastricht, où on avait on avait accès en fait à différents milieux anti-Maastricht. Donc les gens de gauche, c'est comme ça que moi j'ai rencontré des communistes à l'époque, dont Jacques Nikonov, jusqu'à des gens de droite Ouais. plutôt monarchistes ou qui étaient autour de l'EF d'ailleurs, hein, beaucoup. Mais on fréquentait tous ces gens pour essayer de se nourrir un peu dans la contradiction, respectueuse de ce qu'ils pouvaient penser, ce qu'ils pouvaient nous apporter, ce qu'ils pouvaient éveiller en nous. Ça, c'est une éducation intellectuelle. Aujourd'hui, il n'y a plus ce type d'éducation Mmh. intellectuelle puisque le seul truc que veut faire un jeune, je vous le dis parce que tous les jeunes que je rencontre, c'est ça. Ce qu'ils veulent faire, c'est être connus sur TikTok. Bon, ben, au bout d'un moment, si vous voulez, derrière vous, il y a beaucoup de livres. Vous aurez des générations. Bientôt, il n'y aura plus un livre. Ouais, ouais, ouais. Alors cette façon aussi d'aborder la question intellectuelle, c'est ce qui peut-être nous a, interdit de penser ou de voir venir même le phénomène MAGA. Vous en parlez, aussi dans votre, livre. Il y a un véritable phénomène Trump et c'est pas seulement un épiphénomène, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée, qui marque même une rupture pour vous. Bah, le MAGA, c'est l'immense angoisse. En fait, ça vient de loin. C'est Vous parlez aussi de Pat Buchanan, et de tous les intellectuels qu'il y a eu autour de ça, qui ont fait aussi Bah, Trump. Pat Buchanan, c'était 2 millions de personnes en 92. C'est pas rien à l'époque, hein, qui se lève contre la mondialisation. Mais c'est vrai que la crise de 2008 et la désindustrialisation a propulsé le Trumpisme à des sommets de popularité, puisqu'il a fait 90 millions de voix, je sais plus combien, et que c'est très enraciné aux États-Unis, avec tous les excès que ça peut représenter. Mais enfin, les excès étaient en face aussi. Et donc, oui, c'est une espèce de course contre la montre qu'ils ont enclenchée contre leur propre déclin. Est-ce qu'ils s'y prennent bien, est-ce qu'ils s'y prennent mal, je ne sais pas trop. Mais c'est vrai qu'il y a
dans l'attente de l'électorat trumpiste, l'angoisse du déclin et puis le choc extrême devant les excès de la gauche. C'est-à-dire que 20% des Afro-Américains qui votent pour un candidat républicain, on prétend raciste ou nazi, il y a quand même un problème. Alors, il s'explique très bien, il s'explique par le fait que le camp démocrate a abusé de l'idéologie trans et de choses comme ça, qui se sont muées de manière non pas dans le respect de la personne trans, mais dans l'imposition de codes et la volonté d'accélérer des phénomènes qui étaient perçus comme des atteintes aux enfants, etc. Bon, c'est ça qui a fait hurler dans tous les stades américains. C'est les déclarations de Kamala Harris que les républicains ont fait visionner dans tous les matchs pendant des mois. Et les huées étaient telles, qu'il n'y avait pas à mettre de message de Trump derrière. Tout ça, ça a ébranlé les États-Unis. Et ça aboutit au fait que, sauf à New York, apparemment, les États-Unis sont dans le Trumpisme le plus échevelé en ce moment. Mais est-ce que c'est le fruit d'une bataille culturelle, gramscienne, comme vous pourriez éventuellement l'envisager? Est-ce que parce que en effet, enfin, vous le montrez dans votre livre, il y a aussi des intellectuels derrière ça. Il n'y a pas seulement juste Trump et son charisme entre guillemets, si tant est qu'il y ait un Oui, charisme. on croit toujours qu'en fait les Américains ne lisent pas, etc. Il y a toute une catégorie d'Américains, les paléoconservateurs, mais pas seulement, qui sont des gens qui lisent énormément, qui ont une vraie vision du monde et qui ont aidé Trump. Je pense pas que Trump soit un intellectuel, loin de là, mais enfin il n'est pas idiot non plus. Il a su utiliser ça. Celui qui est plus intello de la vie de tout le monde, c'est J.D. Vance, qui lui a une conception beaucoup plus carrée du monde. Mais c'est vrai que très tôt, avec Gingrich, avec beaucoup de monde, il y a eu aux États-Unis une guerre culturelle. C'était Buchanan qui l'avait lancée en 92. Et cette guerre culturelle a abouti à ce que les guerres électorales de Trump soient remportées 2 fois sur 3. Ouais. Est-ce que la gauche en France a conscience de ça aujourd'hui, de cette guerre culturelle à mener? On n'a pas l'impression, à vous lire en tout cas, on a presque limite l'impression que c'est un peu perdu d'avance. Je pense qu'encore il y a 10 ans, quand on a fait la campagne des primaires avec Montebourg, il y avait grosso modo une vision du monde. Elle a complètement explosé pendant le quinquennat Hollande, qui a fait beaucoup de mal, il faut dire les choses de ce point de vue-là. Et aujourd'hui, je vois pas quelle idéologie, sauf quelques grandes phrases sur les riches qu'il faut taxer, et tout ça est très pauvre, et la dénonciation du racisme à tous les coins de rue. C'est-à-dire dès qu'il se passe quelque chose, et que vous avez mal parlé à votre voisin, le racisme le racisme est là. Tout ça est assez pauvre, et il n'y a pas de. Ensuite, il y a un effondrement total. On le voit avec des publications comme Regard, etc. Un effondrement. Moi, j'ai écrit dans Regard à l'époque quand c'était Clémentine. Ça se tenait mieux quand même. Il y a un vrai problème de niveau intellectuel à gauche, mais pas seulement. Mais c'est vrai que la gauche, la gauche en ce moment tient la corde pour le prix de la nullité, quoi. Ouais, avec une France insoumise qui, elle, a imposé un ton et un discours et des sujets. Quel regard vous portez sur ce parti politique qui, au départ, enfin mené par un Jean-Luc Mélenchon qui se présentait comme un républicain de gauche et qui aujourd'hui semble beaucoup plus s'intéresser par les indigènes de la République ou le programme que pouvait être celui de Soral et Dieudonné il y a quelques années. Oui, alors ça, c'est une longue évolution qui est beaucoup plus ancienne que ce qu'on pense dans la tête de Mélenchon. Il y a une hésitation, notamment à l'égard des Juifs, hein, qui est un truc ancien et que moi j'ai constaté il y a une vingtaine d'années de manière assez étonnée. Non, aujourd'hui, c'est une machine qui part non pas du monde arabo-musulman dans nos banlieues ou je sais pas quoi, c'est les petits blancs diplômés déclassés, complètement vindicatifs, complètement qui se sont saisis de tous les sujets du moment, le climat, et qu'ils traitent avec une hystérie folle, sans vraiment beaucoup de connaissances, mais avec une soif d'apprendre aux autres et d'imposer aux autres leur vision du monde. Alors ça fait le cœur on voit très bien
On voit très bien l'encadrement de la France insoumise, c'est ça. Et ensuite, il y a la démagogie totale, elle est sur les banlieues, c'est-à-dire que c'est un parti de bastion qui a décidé de faire des banlieues, des métropoles, ce qui leur fait, ce qui leur assure 50 à 60 députés à l'avenir, d'en faire des bastions de leur parti. Donc avec une démagogie folle. Ce qui m'étonne, non seulement, j'avais jamais perçu Éric Coquerel comme étant un type anti-républicain. Au contraire, il avait créé le mouvement d'action républicaine et sociale, je me souviens, avec d'autres camarades, où il était très laïque, absolument pas du tout sur ces thèses-là. Le clientélisme et l'appât du gain électoral les a fait changer. Pour le reste, on peut pas dire que, on me dit, ça, il travaille beaucoup. C'est c'est très relatif, tout ça. Mais ce sont des gens qui viennent ce sont des gens qui ont un héritage et qui viennent de gauche, qui travaillaient beaucoup. Mélenchon est quelqu'un qui a un background Oui, culturel et oui. intellectuel. Donc ce sont des gens qui, à un moment donné, se sont aussi assis sur à la fois peut-être leurs convictions et aussi tout ce qui jusqu'ici ils ont pu défendre. Méluche, c'est un intello, c'est un lecteur, c'est un artiste, parce que c'est un peintre qui se tient, comme d'autres, mais qui se tient pas mal du tout, du point de vue pictural. Il a quelques dons, il m'avait montré des trucs il y a longtemps. Ensuite, il y a des résurgences d'antisémitisme qui ne viennent pas des beurs, hein, ou des gens de banlieue. S'il y a quelque chose qui est né, qui est sui generis, Mm. euh, qui est un truc bizarre, voilà. Euh, il y a beaucoup d'intellectuels. Après, les plus intellos ont été écartés, faut dire les choses, depuis belle lurette. Hein. Il a jamais fait de Vous le Razmik. dites aussi dans votre Oui, alors livre. certains n'avaient peut-être pas l'intention, mais si vous voulez, c'est ce que j'ai observé cette dernière année, c'est la mort du fondateur de la fabrique, euh, qui était un grand intello, l'ancien chirurgien qui avait fondé la fabrique. Les jeunes n'ont pas beaucoup partagé, et la mort de Bernard Cassagne, qui a été le fondateur des forums sociaux mondiaux, j'ai pas vu un jeune sur les réseaux sociaux lui rendre hommage. Donc il y a Mm. une espèce de négation en fait du passé intellectuel, et de ces réseaux intellectuels. C'est comme les réseaux issus du trotskisme de la LCR. Ils ont été beaucoup éliminés de la voilà. Obono qui est une trotskiste et puis l'autre qui était lambertiste, là les deux Le Gavre, je sais pas comment. C'est pas vraiment bon. C'est pas le meilleur qui a fait le trotskisme en France, hein, ni l'un ni l'autre. Socialisme par en bas ou Ouais. Parti des travailleurs, c'est quand même deux des partis les plus bêtes qui existent. Mm. Alors il y a un phénomène sur lequel vous vous arrêtez aussi, c'est le phénomène Meloni en Italie. C'est très intéressant parce que bon, apparemment vous connaissez bien la politique italienne et puis son histoire. Comment voyez-vous la progression de Meloni qui, enfin c'est l'impression que ça donne. Elle a su se départir un petit peu du populisme de Salvini pour arriver à faire un entre guillemets un espèce de bloc historique à droite comme ça. Est-ce que je me trompe Bah, ou c'est un métier, c'est le cœur du métier du MSI, ça a été ça depuis 1946, quoi. Elle a su Mm. le reconvertir intelligemment au moment où Forza Italia subissait la chute en fait du Berlusconi a quand même eu deux mandats où l'Italie a totalement stagné. Et puis Salvini est allé s'allier avec les gens du mouvement 5 étoiles et elle a refusé le populisme. Le MSI a jamais vraiment été populiste. C'est un mouvement qui était néo-fasciste, qui est devenu post-fasciste et qui est un national-conservateur avec des accents populaires, populaires de droite. Mais elle a surtout la culture de politique d'énormément de familles italiennes, ça compte beaucoup, qui se sont transmis et qui ont formé leurs cadres. C'est vrai que quand on écoute les jeunes cadres de Fratelli d'Italia, ils sont quand même nettement mieux formés que ceux du MJS ou des jeunes communistes actuels ou même d'autres dont je t'ai le nom. Mais c'est vrai que elle a aussi eu beaucoup de chance, c'est-à-dire la chute des autres partis de droite lui a ouvert un boulevard dans un pays qui était quand même très travaillé par des idées droitières. Et puis elle a su rassurer. Et puis elle est surtout étonnante moins dans sa victoire que dans sa capacité à pérenniser sa domination sur la vie politique italienne depuis.
Là, elle est très Ouais. impressionnante. Ouais. Vous regrettez la disparition de ce que Gramsci, appelait l'intellectuel organique. Est-ce qu'encore aujourd'hui, on peut rêver à ce qu'il y ait un retour de l'intellectuel organique quand on voit comment se déroule la vie, politique en France et comment, ce que sont devenus les partis, politiques? Ça fait partie c'est un grand Oui, sujet oui, oui. de votre livre. C'est-à-dire que Heu, l'intellectuel organique suppose qu'il y ait une classe qui soit ascendante. Aujourd'hui, on n'a que des classes descendantes aujourd'hui en France. Tout le monde est, puisque maintenant même les super riches ont plus leur, ne sont plus tranquilles, paraît-il. Donc ça, c'est déjà un problème, mais c'est surtout que l'intellectuel traditionnel, celui du passé, est maintenant décrié, quel qu'il soit. Il y a une négation. Quand vous regardez, on vous met très facilement face à face. Enfin, moi, c'est une chose, mais enfin, il y a des intellectuels ou des ministres, etc., qu'on met face à face à des influenceurs. Et non, il y a vraiment une chute du niveau. Après, on a le droit d'être influenceur, on a le droit de faire de la pub, on a le droit de faire ce qu'on veut. Mais la vérité, c'est que aujourd'hui, la figure de l'intellectuel traditionnel ou organique est une figure malmenée, voire dans l'incapacité d'agir sur le débat. On voit très bien en ce mmh, moment euh, avec les débats à l'Assemblée nationale, la capacité de l'intellectuel à traiter de ces débats, elle est balayée d'abord par le fait d'immédiateté, c'est-à-dire qu'on passe d'un sujet à un autre, il n'y a pas de suivi pas de suivi dans les propositions, la suite des propositions gadgets, il y a la taxe machin, il y a bon, il est très difficile aujourd'hui d'avoir un débat intellectuel connecté à la politique. ouais et très très difficile aussi de se projeter vers un avenir et voire même un idéal. Alors, ce sera ma dernière question, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui face à toutes ces analyses et et le constat que vous faites dans votre dernier livre, que je conseille à tout le monde, c'est vraiment, ça c'est déjà bien écrit, mais ça, bon, on a un peu l'habitude avec Merci. vous et c'est surtout très accessible. Donc faut pas, voilà, il faut pas faire peur, mais c'est très accessible et on comprend beaucoup, beaucoup de choses puisque, comme je l'ai dit, précédemment, vous aviez déjà repéré un certain nombre de signaux faibles, qui vous permettent aujourd'hui justement de poser un diagnostic assez efficace sur la situation. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que la cinquième République, est définitivement défigurée, et hoquetante? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, elle est quand même largement mourante. Le régime est largement mourant, mais on peut pas attendre que le régime chute pour voir ce qu'on nous Mmh. propose ensuite. Non, moi je crois beaucoup qu'il y a la question de l'action locale, c'est-à-dire la présence la présence humaine quand autrefois, alors je peux paraître passéiste, mais après c'est aux gens d'inventer les choses. Vous aviez la paroisse, le syndicat, l'école, la municipalité, les associations, le club de foot. Bon, tout ça, c'est des choses qui ont été relevées maintes fois par les sociologues, notamment Renaï sur les gars du coin il y a 20 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout ça est très abîmé parce que l'industrie s'est cassé la figure, très abîmé parce qu'on a une vie politique atone et incompréhensible, très abîmé parce que les syndicats, sauf, je suis quand même un avocat des syndicats, même si parfois ils exagèrent, mais Mmh. c'est très important d'avoir une section syndicale qui marche dans votre ville. Tout ça, ça recrée du tissu humain et ça éloigne de la tentation d'être uniquement un individu numérique qui crache son venin toute la journée sur Internet. Ça, d'un point de vue de l'engagement, c'est très important. Mais il y a tous les piliers en fait de la vie sociale, de la vie civique à reconquérir.